Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 7e épisode. Dans cet épisode, je vais répondre à une question sur le BDSM que pas mal de gens ont pu déjà se poser et à laquelle, de façon tout à fait surprenante, il n'y a pas vraiment de réponse sur Internet. Donc laissez-moi répondre à la question: les vidéos BDSM sont-elles truquées? Alors si vous regardez un petit peu des vidéos de type BDSM, vous vous êtes peut-être posé cette question. Eh bien, je pense que la réponse, plus exactement les réponses, parce qu'il y a pas mal de nuances et on ne peut pas répondre simplement par oui ou par non, je pense que les réponses que je vais apporter vont un petit peu vous surprendre en fait. Il y a des chances que ce ne soit pas ce que vous pensez. Première partie, pourquoi cette question? Eh bien en fait, il y a des années maintenant, j'avais vu sur un forum BDSM des gens qui discutaient à ce sujet-là, dans un site donc spécialisé dans le BDSM, un site français. Et j'avais vraiment été surpris, étonné, par les réponses d'un certain nombre de personnes. Parce que je m'attendais quand même à ce que des gens qui sont experts, certains étaient même des professionnels du BDSM, pensaient que des gens comme ça sauraient la vérité sur ce sujet. Et j'ai vraiment été surpris par les réponses, par ce que disaient certaines personnes, et j'ai même été frappé, à la limite choqué, de voir les croyances bizarres que certaines personnes pouvaient avoir sur le sujet, parce qu'ils avaient complètement tort, et c'est vraiment surprenant de voir des gens qui connaissent, qui sont même des professionnels, et qui ne savent même pas quelle est la vérité sur ce sujet. Si vous cherchez un petit peu sur Internet, eh bien, vous verrez que de temps en temps, c'est pas si fréquent, il y a des gens qui posent la question, et quand vous regardez les réponses, ou tout simplement même la façon de formuler la question, vous apercevez qu'en fait, la plupart des gens présument que le BDSM, tel qu'il est montré dans les vidéos professionnelles, est truqué, par nature. Alors attention, là, quand je dis truqué, je ne veux pas dire, évidemment, que ce ne sont pas des acteurs et des actrices comparés à ce que fait quelqu'un dans son couple. C'est pas de cet angle-là que je parle. Moi, je parle des pratiques. C'est-à-dire, visiblement, il y a énormément de gens qui pensent que les pratiques qu'on voit dans les films, dans les vidéos BDSM, sont systématiquement truquées, arrangées, fausses, etc. Moi, ça me choque de lire des choses comme ça, parce que la vérité est beaucoup plus nuancée que ça, et je vais vous détailler exactement ce qu'il en est. À l'époque où j'avais donc lu une question sur un forum BDSM, j'étais allé faire une petite recherche pour voir ce qui en était dit sur Internet. J'avais été vraiment surpris, parce qu'il n'y avait quasiment pas de vraies réponses. Il y avait juste des fois des gens qui tentaient, donc des réponses qui sont mauvaises, c'est ce que je viens de dire, dans des forums, et j'avais trouvé un seul tout petit article, une entrée de blog, qui en parlait un peu et pas de façon très satisfaisante. J'avais été vraiment, mais alors vraiment étonné qu'il n'y ait pas d'articles qui répondent à cette question. C'est pourtant une question assez évidente, non? Pour moi, elle est assez évidente. Pour le porno, vous pourrez peut-être trouver des réponses, mais pour le BDSM, c'est clair, il y a une seule et unique réponse. Alors, je ne sais pas si vous devinez où je vais en venir. La seule et unique réponse qui existe sur Internet à ma connaissance, qui soit complète, c'est l'article sur mon site qui répond justement à cette question précise. Alors, j'ai pas réussi à trouver vraiment un équivalent. Tout simplement, c'est surprenant. C'est pour ça que dans mon article, je dis que, à ma connaissance, c'est le seul article à répondre à la question sur Internet. Et étant donné que j'ai créé mon site justement pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser sur le BDSM, en plus de dénoncer tout ce qui est mythe, idées fausses, idées reçues sur le sujet, eh bien ça tombait bien d'avoir cette question et d'y répondre. Deuxième partie, la variété des vidéos BDSM. Alors en fait, vous vous en doutez probablement, il n'y a pas vraiment une réponse qui est possible pour une raison très simple, c'est que les vidéos BDSM, au sens le plus large, ça couvre un spectre qui est très vaste et il y a de tout. Il est évident que quand vous avez certaines vidéos de type BDSM qui n'ont par exemple absolument pas de choses du genre sadomasochisme et qui présentent par exemple des choses du genre du pet play, c'est-à-dire des gens qui se déguisent, qui jouent le rôle d'animaux, comme un chat ou un chien,
Vous imaginez bien que là, il n'y a pas du tout besoin de se demander ce qui est truqué, ce qui n'est pas truqué. Bon, on sait que les personnes qui sont sur la vidéo sont des professionnels, donc il y a une partie théâtrale forcément, hein, c'est évident. Mais là, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. On voit les choses, donc on sait bien ce qu'on est en train de regarder, c'est évident. Là où ça devient plus intéressant, c'est quand on commence à aborder des choses où on va tomber dans des pratiques qui peuvent être jugées dangereuses, douloureuses, ce genre de choses. Alors les pratiques qui me semblent tomber là-dedans, typiquement, on en a 3 en fait. Alors, selon moi, hein, attention. La première, c'est tout ce qui est bondage, ou shibari, ou kinbaku. Le shibari, c'est un type de bondage typiquement japonais. Le deuxième type de pratique qu'on peut voir, sur lesquelles on peut se poser des questions, c'est tout ce qui est le sexe un peu violent, voire forcé. Le sexe forcé, j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, sur le CNC, mais là, on ne parle pas de choses de type CNC, on parle de choses en général beaucoup plus légères, mais dans beaucoup de vidéos, on peut voir des choses qui sont entre guillemets brutales, du genre tirées par les cheveux, ou bien l'actrice principale qui est attachée et qui est utilisée entre guillemets par un acteur. Donc là, on reste dans le sexe plus classique, mais assez violent quand même, parfois. C'est-à-dire que certaines de ces vidéos-là, ils poussent les choses relativement loin quand même, au point que ça tombe, à mon sens, hein, complètement dans les pratiques de type BDSM. Ce genre de choses, c'est très répandu chez certains producteurs de vidéos de type BDSM. Et le troisième facteur, c'est tout ce qui est évidemment sadomasochisme, au sens large. Donc là, vous avez, depuis les fessées, jusqu'au coup de fouet, au coup de canne, ce genre de choses. Là, évidemment, c'est surtout pour ces pratiques-là que la question se pose, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que quand vous avez certains films qui sont, entre guillemets, violents, c'est sûr que quand on ne connaît pas, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux là-dedans? Eh bien, je vais répondre à cette question. Donc les vidéos de type BDSM, ou du moins orientées BDSM, elles offrent une très grande variété. Alors attention, je parle bien de vidéos qui se présentent comme étant du BDSM. Parce que, évidemment, vous pouvez trouver pas mal de scènes qui tendent un petit peu dans des actions de type BDSM, dans du porno plus classique, entre guillemets, fait par des gens qui ne sont pas du tout des spécialistes de ça. Hein. Là, je vais parler, dans cette vidéo, des gens qui sont spécialistes de ça, c'est-à-dire au moins tout ce qui est producteur, les gens qui font le tournage, etc. Dans ces vidéos, il y a une extrême variété, parce qu'ils s'adressent à des publics qui sont très différents, évidemment. Vous n'allez pas avoir uniquement des films qui sont extrêmement légers, soft entre guillemets, ou exclusivement des films qui sont faits pour des gens qui sont expérimentés, qui sont très exigeants et qui sont à la limite de l'extrême parfois. Entre les deux, il y a toute une gamme de possibilités, et bien entendu, il y a de nombreux publics différents avec des envies différentes. Donc en fonction des sociétés de production, eh bien vous trouvez tel ou tel type. Certaines sont spécialisées dans les choses assez légères ou carrément très légères. Certains font des choses beaucoup plus avancées déjà, et certains poussent les choses assez loin. Hein. Certains poussent vraiment, vraiment assez loin. Alors, vous vous en doutez probablement, mais dans le cadre de cet épisode, l'intérêt, c'est de parler des pratiques qui sont un minimum intenses. Parce que si on parle de pratiques où on parle même pas d'une fessée légère, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas besoin de faire semblant. Il suffit juste de faire les choses, et de toute façon, c'est tellement léger qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas forcément de douleur où elle est totalement légère, donc là, il n'y a absolument pas besoin de trucage, évidemment. La question des trucages, elle se pose quand les choses deviennent intenses ou très intenses. Ça a du sens. Donc moi, j'identifie 3 grandes catégories de producteurs. Ceux qui font les films qui sont, entre guillemets, grand public, c'est-à-dire que à peu près tout le monde peut les regarder, il n'y a pas grand-chose de choquant dedans, donc là, ils vont faire des choses assez légères, ça va être plus, par exemple, de la domination où on fait marcher quelqu'un à 4 pattes avec une laisse et un collier. Ça va être peut-être une fessée assez légère, mais ça va s'arrêter là. Dans la deuxième catégorie, là on est plus vraiment dans ce que la plupart des gens attendront quand on parle de BDSM. Ça va être des producteurs qui visent un public déjà un petit peu plus spécialisé, et donc qui montrent des choses qui sont un peu plus intenses. Typiquement, ce genre de producteurs, pour les plus connus, vous les trouverez aux USA, parce qu'il y en a beaucoup qui font ce genre de choses. Mais pour des choses vraiment qui vont beaucoup plus dans l'intense, etc., là, il y a beaucoup moins de studios qui en font, et on en trouve beaucoup moins aux USA, en fait. Donc la troisième catégorie, elle vise vraiment un public spécialisé, un public qui est exigeant, un public qui attend beaucoup de choses. Là, vous pouvez voir des pratiques qui sont vraiment intenses,
avec des larmes, des cris, des traces qui sont très fortes. Éventuellement, dans certains cas, vous voyez même du sang. Donc là, ça va parfois vraiment loin, hein. Et là, évidemment, il y a beaucoup moins de public pour ça. Donc il y a beaucoup moins de studios, et la plupart, ce sont d'assez petits studios. J'en connais même qui sont visiblement des studios qui ont été créés par une ou deux personnes. Ça se voit parce que dans absolument toutes les vidéos, c'est soit la même personne, soit les mêmes 2 ou 3 personnes, et même si vous ajoutez un tout petit peu d'aide technique, ça va pas aller très loin. Dans mon expérience, dans ce que j'ai pu voir, cette troisième catégorie, on la trouve surtout dans les pays d'Europe de l'Est et dans certains pays asiatiques, par exemple le Japon ou la Chine. Alors maintenant, la grande question, est-ce que les vidéos de ces studios qui font des choses allant de intense à très intense sont truquées ou est-ce que c'est totalement vrai? J'y réponds dans la partie suivante. Troisième partie, est-ce truqué ou pas truqué? Le problème, quand on regarde des vidéos BDSM, c'est que comprendre si elles sont truquées ou pas, ça dépend beaucoup d'abord de l'expérience de la personne qui regarde. Si vous ne connaissez pas, si le BDSM c'est quelque chose que vous n'avez jamais vraiment pratiqué, que vous connaissez par votre imagination, par les films grand public, etc., évidemment, quand vous voyez des choses un petit peu intenses ou très intenses, c'est assez impressionnant, et certaines des vidéos que je regarde, que je trouve donc chez certains petits studios spécialisés, sont vraiment intenses. Je veux dire, ce sont des choses qui feraient peur à une personne non avertie. Si vous ne savez pas que c'est du BDSM, si vous ne savez pas que ce sont des acteurs, des actrices, il y a certaines des vidéos sorties du contexte, ça aurait de quoi faire un petit peu peur sur les bords, voire carrément peur. Surtout évidemment si la personne qui regarde n'est pas orientée BDSM, hein, évidemment. Donc tout ça, ça devient très vite très impressionnant, et c'est assez normal de se poser la question, oui mais c'est pas possible que des gens y fassent ça en réel, donc il y a des trucages. Ça se comprend, la question se comprend, et penser ça se comprend aussi. Alors quelle est la vraie réponse? La vraie réponse, c'est que quand on parle de films BDSM allant de intense à très intense, dans la plupart des cas, ça n'est pas truqué. C'est-à-dire ce que vous voyez, c'est réel. Bien sûr, ils en rajoutent dans les attitudes, dans les matériels, dans l'environnement, le décor, etc., bien entendu. Mais quand on parle des pratiques elles-mêmes, c'est-à-dire par exemple des coups de canne ou des coups de fouet, non, c'est pas truqué. Dans la plupart des cas, ça n'est pas truqué du tout. C'est pour ça qu'au début, je disais que la réponse, c'est pas une réponse, ce sont des réponses, parce que ça dépend de quoi on parle. Quand on parle de choses légères, il n'y a pas besoin de trucage, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on parle de choses intenses à très intenses, là, il y aurait possibilité d'avoir des trucages. Parfois, c'est truqué. Je vais expliquer tout à l'heure comment je sais que c'est truqué. Mais de façon générale, dans la plupart des vidéos que j'ai vues, je peux vous expliquer lesquelles sont truquées, lesquelles sont pas truquées juste en les regardant, et c'est pas si fréquent, dans celles que je regarde en tout cas, que ce soit truqué. Maintenant, évidemment, vous allez me dire, ouais, c'est bien ça, mais attends, comment tu sais que c'est truqué ou que c'est pas truqué? Ça, c'est la bonne question à laquelle je vais répondre dans la partie suivante. Quatrième partie, comment sait-on que c'est truqué ou pas truqué? Alors, il y a un certain nombre de facteurs qui interviennent, que j'ai résumés en 2 tableaux, que je vais vous représenter maintenant, et qui permettent en général d'identifier avec, à mon avis, une quasi-certitude, lesquels sont truqués, lesquels ne sont pas truqués. Avant de commencer mon raisonnement, je vais quand même vous préciser une chose. Évidemment, vous savez que de nos jours, on peut faire des trucages qui sont complètement fous. Vous regardez les films de super-héros, les films avec des monstres géants, tout ça c'est de l'image de synthèse. Il est évident qu'il n'y a rien de réel là-dedans, on le sait, parce que c'est impossible. Mais tout ça, vous le savez certainement, c'est cher. Surtout pour des effets de qualité un tout petit peu corrects, c'est cher. Et donc, quand vous regardez les studios de porno, je peux vous dire une chose, c'est qu'ils ne vont pas avoir les moyens, ils ne vont pas avoir le temps, l'expertise, les personnes pour truquer leurs vidéos, alors qu'il leur suffit de payer une fille ou un homme quelques centaines d'euros pour quelques heures pour faire les choses en vrai. Donc j'exclus tout ce qui est trucage informatique, etc. parce que tout ça, c'est beaucoup trop cher, ça ne se retrouve pas dans les vidéos BDSM que vous trouvez habituellement. Alors, comment peut-on reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux? Le premier facteur pour identifier qu'une vidéo n'est pas truquée,
c'est la façon dont la vidéo elle est éditée, dont elle est montée. Un des facteurs majeurs, je pense que c'est le numéro 1 en fait. C'est la façon dont la caméra filme et la façon dont le film a été découpé pour vous laisser des plans longs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure, qu'il n'y a pas de changement d'angle. Par exemple, vous avez une scène dans laquelle quelqu'un est attaché sur une chaise et est fouetté. Si la caméra reste toujours sur le même angle en montrant l'arrière de la personne, par exemple les fesses, puisque typiquement ça va être sur les fesses, et que vous voyez la personne qui donne les coups de fouet, qui les donne les uns après les autres sans qu'il y ait d'arrêt, sans qu'il y ait de changement d'angle, sans qu'il y ait de fondu au noir ou de choses comme ça, eh ben ça, rien que ça, c'est déjà presque une certitude que c'est pas truqué. Donc ce qui compte, c'est l'angle, c'est-à-dire vous montrez vraiment les choses, parce qu'évidemment on peut faire un plan fixe en vous montrant le visage de la personne, c'est pas très parlant, donc il faut qu'on vous montre l'endroit où l'action se déroule et qu'il n'y ait pas de coupure. Les meilleurs studios, c'est comme ça qu'ils procèdent. C'est pour ça que vous avez des plans longs qui peuvent durer plusieurs minutes, pendant lesquels vous avez des dizaines et des dizaines de coups qui peuvent être donnés. Pour rajouter de la véracité, souvent, ils demandent au modèle de compter à haute voix. Donc par exemple, quelqu'un qui reçoit des coups de fouet va compter 1, 2, 3, etc. Même quand c'est pas en français ou en anglais et que c'est dans des langues que vous connaissez pas, vous pouvez quand même voir que la personne prononce des mots qui sont différents, et ça, évidemment, ça rend beaucoup plus difficile de truquer. Parce que si vous enregistrez quelqu'un qui est en train de parler, c'est drôlement plus difficile de faire des trucages quand la personne elle est en train de dire une séquence de chiffres du genre 1 à 50. Vous imaginez bien que c'est vraiment difficile, dans ces conditions, de tricher. Ensuite, un facteur évident, vous vous en doutiez, ce sont les marques. C'est-à-dire quand on fait du fouet par exemple, ou des jeux d'impact comme on dit, c'est-à-dire tout ce qui est donner des coups notamment sur les fesses, eh ben ça va laisser des marques plus ou moins importantes. Alors évidemment, les modèles qui sont utilisés pour ce genre de vidéo sont en général des personnes qui sont assez endurantes. Et dans le lot, vous en avez qui marquent peu, ce qui fait que des fois, quand vous ne connaissez pas, ça peut ne pas paraître impressionnant. Et à l'inverse, il y a des gens qui marquent beaucoup, et ça peut paraître plus impressionnant que ça n'est en réalité. Mais dans l'ensemble, de toute façon, s'il y a un certain nombre de coups qui sont donnés à la suite, il va forcément y avoir des marques, même si elles sont assez légères au début, et ces marques, elles vont s'accumuler. Vous allez voir un rougissement progressif. Et dans les vidéos de la meilleure qualité, celles qui sont faites de suffisamment près, évidemment, parce que sinon on ne peut pas voir, vous pouvez même voir le relief des coups. C'est-à-dire qu'avec certains instruments, notamment les fouets par exemple, quand on donne un coup, eh bien ça peut donner une marque qui est en relief en fait. Et ça se distingue bien dans les vidéos ou dans les photos, on le voit nettement. Ça, c'est vraiment un indicateur fort que c'est pas truqué. Et ça montre aussi que les coups, ils sont donnés de façon forte. C'est-à-dire que la personne qui donne les coups n'essaye pas de les amortir. Le facteur suivant, c'est le son. J'ai parlé des personnes qui comptent à haute voix, mais il y a un autre facteur, c'est le son des coups, par exemple, sur les fesses, disons. Un fouet, par exemple, qui va faire différents bruits. Vous pouvez l'entendre qui fait un zzz dans l'air, vous pouvez entendre des claquements, ce genre de choses. Alors ça demande évidemment d'avoir un tout petit peu de connaissance pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Mais une fois qu'on sait à peu près à quoi s'attendre, eh bien c'est un facteur aussi qui vous indique que c'est vrai. Le signe suivant qui est vraiment très important, c'est tout simplement quelles sont les réactions des modèles. C'est très intéressant de voir comment se comportent les personnes. Alors en fait, dans le BDSM, dans le porno en général, vous le savez certainement, la plupart des gens qui font ça, ils sont pas très doués pour être acteurs ou actrices. Ça se voit et des fois c'est un peu misérable, n'ayons pas peur des mots. Mais on n'est pas là non plus pour faire du grand théâtre ou du grand cinéma. Si on est en train de regarder donc des pratiques de type BDSM tout petit peu intenses, on devrait voir à l'expression du visage de la personne si c'est vrai ou pas. Rien qu'avec ça, parce que les réactions de la personne devraient être cohérentes avec ce qui se passe. Par exemple, vous allez avoir quelqu'un qui va pousser des cris évidemment, mais aussi qui va faire la grimace, ce genre de choses, tout simplement. Je me rappelle avoir vu des films, rien à voir avec du porno, où il montrait quelqu'un qui avait reçu une flèche dans la cuisse, quelque chose de terriblement douloureux, et on voyait l'actrice était assise par terre, elle avait une flèche plantée dans la jambe, elle était toute tranquille, elle n'était pas en sueur, elle avait son maquillage qui était parfait, elle faisait même pas la grimace, rien. Bon, c'est pas sérieux, ça faisait ridicule, ça montrait beaucoup trop que c'était truqué. Dans le cadre du BDSM, un des facteurs numéro 1 pour identifier les gens qui trichent, c'est en regardant les visages, la façon de se contorsionner, la façon de bouger et ce que disent les gens.
Alors là, vous avez parfois des choses assez amusantes, assez rigolotes, franchement. Parce que quand les vidéos, elles sont truquées, on voit vraiment que c'est bidon, que la réaction de la personne, elle est pas normale. Bien sûr, vous avez aussi des fois des acteurs ou des actrices qui sont des gens qui sont très endurants, etc., ou qui ont l'habitude, et donc ces gens-là sont capables de recevoir des coups qu'une personne normale ne pourrait pas recevoir, hein. Et une personne normale, quand je dis normale, je veux dire non entraînée, qui n'est pas dans le BDSM, bien entendu, une personne non habituée, non entraînée, hurlerait de douleur. Alors que quelqu'un qui est entraîné et qui est un peu résistant ou résistante à la douleur est capable de ne pas trop réagir à ce genre de choses. Donc paradoxalement, ça peut vous donner l'impression que c'est pas vraiment très intense, mais en réalité ça peut l'être, et vice-versa. Et ce qui est très intéressant quand on voit des acteurs et des actrices qui font semblant, c'est que ils, et surtout elles, ne savent pas du tout comment une personne devrait réagir dans ce genre de situation, et donc ont des comportements totalement ridicules. Je veux dire, c'est à rire. Ça me donne vraiment envie de rire parfois, la façon dont certaines personnes se contorsionnent, etc. Ce qui montre immédiatement que non seulement c'est totalement bidon, mais aussi ça montre que ces personnes, elles n'ont pas la plus petite idée de ce que c'est vraiment que le BDSM. Elles n'ont même jamais dû regarder une vidéo BDSM, je pense. Un autre signe que c'est pas truqué, c'est, je vous avais dit tout à l'heure, que les meilleures vidéos, donc, vous montrent que c'est pas truqué en utilisant une technique super simple, c'est un plan fixe. Pas de coupure, pas de bouger, rien. À la rigueur, dans certains cas, évidemment, ils peuvent un petit peu bouger la caméra, un petit peu la déplacer, mais il n'y a rien qui est coupé, rien qui est occulté. Parfois, quand même, on a certains studios qui utilisent aussi une autre technique, c'est la technique de filmer sous deux angles différents. C'est-à-dire, ils vont vous proposer, au début de la vidéo, une vidéo où on montre, par exemple, les fesses de la personne, en plan fixe, hein, mais en même temps, il y a une caméra qui est en train de filmer le visage, et dans la deuxième partie de la vidéo, les meilleurs studios marquent explicitement sur la vidéo que c'est un angle alternatif. Et là, vous voyez la même scène, repartie au départ, mais cette fois, au lieu de voir de derrière, vous voyez le visage de la personne. Alors là, évidemment, c'est quasiment impossible à truquer, parce qu'il faudrait arriver à avoir une synchronisation de la façon dont le visage bouge et des sons qui soient quasiment parfaites. Évidemment, c'est quasiment impossible, donc ça vous montre vraiment que ce que vous voyez, c'est réel. Malheureusement, cette technique-là, elle n'est pas très répandue, et certains studios qui font des choses un petit peu avancées, parfois, ils font même les deux vidéos en même temps. C'est-à-dire, vous voyez la vidéo où on voit les coups, et vous avez une incrustation sur un des bords de la vidéo qui vous montre en même temps le visage de la personne. C'est-à-dire qu'ils ont fait un montage pour vous présenter les deux angles de vue en simultané. Malheureusement, ça, c'est assez rare, parce que c'est un peu galère à faire quand même, hein. Ça demande un petit peu de moyens et un peu de temps à faire, donc pour ce genre de vidéos, souvent, ils s'embêtent pas, ils font pas ce genre de choses, c'est trop sophistiqué. Enfin, un dernier signe très important, dans un très très grand nombre de vidéos qui sont bien faites et qui sont un peu intenses, eh bien, à la fin, ils vous montrent le résultat avec la caméra qui est beaucoup plus près, qui vous montre le modèle ou la modèle, et là, vous pouvez voir de près, parce qu'évidemment la caméra est rapprochée, et vous voyez toutes les traces, les marques, etc., éventuellement les coups en relief, ce genre de choses. Ça, c'est difficile à truquer, ça vous permet de bien vous rendre compte, et quand vous ne connaissez pas, je peux vous dire que c'est assez impressionnant sur des vidéos intenses de voir le résultat final de près. Parce que si vous n'avez jamais fait ce genre de choses, vous ne pouvez pas vraiment vous attendre à ce que vous voyez dans ce genre de vidéo. Certains studios font ça systématiquement, ou quasiment systématiquement, d'autres ne le font pas vraiment. Ça dépend de la façon dont ils font leurs scènes. Certains sont plus orientés vers des histoires, certains sont plus orientés juste vers on vous montre des pratiques pures et puis on s'arrête là. Mais les meilleures vidéos, à mon sens, ce sont celles qui utilisent cette technique, c'est-à-dire pour vous montrer à la fin de près, avec un passage sur tout le corps éventuellement du modèle ou de la modèle. Maintenant, quels sont, au contraire, les signes majeurs qu'une vidéo BDSM truquée ? Eh bien, évidemment, ça va être un petit peu l'opposé de tout ce que je viens de dire. Donc, le premier facteur, c'est le facteur numéro 1. La vidéo est sans arrêt coupée, on vous présente des angles qui vont dans tous les sens. C'est exactement la même technique qui est utilisée dans les films de cinéma, dans les scènes d'action, pour vous donner l'impression que c'est plus actif, parce que par exemple, faire une poursuite de voiture au milieu de Paris, c'est quasiment impossible. Donc pour vous donner l'illusion qu'il y a plus de mouvement, plus d'action, eh bien on vous fait des angles qui sans arrêt changent à droite, à gauche, en haut, en bas, un peu plus loin, un peu plus près, dans la voiture, etc. C'est exactement la même technique, évidemment, qui est utilisée pour truquer, parce qu'il n'y a rien de plus simple que d'utiliser des angles différents. Ça leur permet, par exemple, de vous montrer la personne qui est en train d'être fouettée, par exemple,
sous un angle où vous ne voyez pas ce qui se passe. Donc là, ils peuvent très bien soit ne plus vraiment fouetter, soit ne pas réellement porter les coups. Ça leur permet aussi de dupliquer des parties de la vidéo. Alors ça je l'ai déjà vu un certain nombre de fois, ça. Quand c'est bien fait, c'est pas vraiment évident de se rendre compte, hein. Il y en a, ils sont assez malins à ce niveau-là, mais souvent, on voit quand même. On se rend compte que, oh, mais c'est bizarre, ce mouvement, cette façon-là de bouger de la personne, quand même, ça vous paraît un peu bizarre, mais quand vous regardez plus attentivement, vous vous rendez compte que c'est exactement la même chose. Évidemment, cette technique, elle est assez facile à faire pour eux, parce que quand on fait des choses genre BDSM, en général, les personnes, elles sont attachées, ou du moins, elles sont fixes. Vous n'êtes pas dans le cas, par exemple, d'une poursuite de voiture où ça bouge dans tous les sens, où ça rend un peu plus difficile de faire des trucages. Là, on peut vous donner assez aisément, comme les choses sont figées dans l'espace, il est assez facile de tourner autour des modèles, de faire des prises de vue un peu sous tous les angles, et ensuite, une séance qui dure 5 minutes en réel, de vous faire croire que ça dure 10 minutes ou 15 minutes. Alors j'en ai déjà vu des vidéos comme ça, mais c'est pas vraiment le plus fréquent, hein. Et dans les studios que je regarde qui font des choses vraiment intenses, très intenses, il n'y a pas ce genre d'artifices qui sont utilisés, parce que eux, ils font des plans fixes. Donc évidemment, le deuxième signe majeur, c'est quand on ne vous montre pas ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des vidéos comme ça, où la personne qui est attachée, par exemple, est supposée recevoir des coups de canne ou de paddle, ce genre de choses. Mais en fait, la moitié du film, au moins, on ne vous montre pas vraiment ce qui se passe derrière, on vous montre d'autres angles de vue. Et là, même si le son semble un peu convaincant, même si la personne arrive plus ou moins à être assez convaincante dans ses mimiques, vous vous rendez bien compte que s'il ne montre pas les choses, c'est qu'il y a une raison. Il ne devrait pas être timide, entre guillemets, sur ça. Donc s'il ne vous montre pas les choses, c'est parce que c'est arrangé. C'est-à-dire, probablement qu'ils font quand même la manipulation, mais au lieu de frapper fort, ils vont frapper beaucoup moins, et ensuite, quand ils montent la vidéo, ils augmentent le son du coup pour donner l'impression que c'est fort. Ça me paraît flagrant, hein. Ça, je l'ai déjà vu aussi dans des vidéos, c'est assez fréquemment utilisé par les studios qui veulent tricher. Le signe suivant, alors là, il est évident et je l'ai déjà abordé tout à l'heure, c'est quand les acteurs ou les actrices sont vraiment pas convaincants du tout dans leur réaction. Hein, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, et vraiment parfois vous avez des réactions qui sont très exagérées, très irréalistes. J'ai dit tout à l'heure, il y en avait des fois c'était à rire, et j'exagère pas, hein, des fois c'est vraiment rigolo à revoir, parce que les gens ils savent pas de quoi ils parlent. Pour certaines des réactions, quand vous connaissez un tout petit peu le BDSM, c'est vraiment, vraiment comique à voir. L'exemple que je connais le mieux à ce niveau-là, parce que ça m'a frappé un bon nombre de fois, surtout dans des studios asiatiques, Japon, Chine, etc., où ils font de l'électrostimulation, de l'e-steam. Donc là, par exemple, ils vont mettre de l'électricité, des pinces, sur typiquement les tétons de la modèle. Et là, vous la voyez qui va faire tout un tas de tressautements, de petits etc. Non, c'est pas comme ça. Toute personne qui a déjà testé ce genre de choses sait que non, les gens ils réagissent pas du tout comme ça, c'est ridicule. Et surtout la façon dont elle tressaute, en faisant des tout petits tressautements, est totalement bidon, ça se voit immédiatement que c'est faux. Bon, il faut reconnaître aussi que l'électricité, c'est une des choses qui sont les plus difficiles à montrer, parce que c'est impossible, je vais en reparler, de se rendre compte de si c'est vrai ou pas. Un autre signe que c'est truqué, évidemment, c'est le son. Vous avez probablement déjà vu des films d'arts martiaux, dans lesquels vous avez tout un tas de poum, paf, pouf, qui sont clairement, quand on connaît un petit peu, surtout dans certains films anciens d'arts martiaux, vous reconnaissiez immédiatement la façon dont ils envoient des grands coups, etc., avec des bruits qui sont très exagérés, des gros claquements, etc., qui étaient très symptomatiques de ce genre de film. Dans le BDSM, vous avez exactement le même problème, évidemment. Enfin, le dernier point, ils refusent, évidemment, on se demande pourquoi. Ils refusent de vous montrer le résultat final. Ben oui, évidemment. Si c'est truqué, on va pas s'amuser à vous montrer un résultat final dans lequel il sera très visible, par exemple si vous regardez les fesses de la personne, qui sont à peine rouges, voire pas du tout, c'est trop clair dans ce cas-là que c'était truqué. Donc ils vont bien se garder de vous montrer un dernier plan dans lequel on a le modèle qui est présenté par derrière, avec généralement la caméra qui s'approche pour bien vous montrer le résultat. Ça, c'est ce que font les meilleures vidéos, et celles qui trichent, évidemment, elles peuvent pas se permettre de le faire. Ça tombe sous le sens. Alors j'ai dit que quand on connaît un tout petit peu le BDSM, on peut identifier si les coups, les marques, etc. sont vrais, parce que on sait à quoi s'attendre. Mais il y a un certain nombre de choses où on ne peut pas vraiment se rendre compte quand on les voit en vidéo. Et l'exemple le plus typique, celui qui est le plus frappant à mon avis, c'est tout ce qui est l'électricité, l'estime. J'en ai parlé tout à l'heure.
L'électricité, c'est totalement invisible. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est assis sur une chaise avec différentes électrodes sur le corps, éventuellement des pinces, ce genre de choses, et que vous voyez quelqu'un qui a un boîtier et donc qui est supposé lui envoyer des décharges, vous n'avez absolument aucun moyen de savoir, si c'est vrai, si l'appareil est même allumé, et même si l'appareil est allumé et que vous le voyez parce qu'il y a un voyant, un témoin d'allumage, ça ne vous dit pas quel est le niveau utilisé. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une vidéo très sympa qui avait été téléchargée par un couple, une vidéo très longue, elle dure plus d'1 heure, dans laquelle on voit une scène avec une grande partie justement d'électricité. La femme qui est attachée, je suis à peu près certain qu'elle ne triche pas et que tout est vrai, parce que ses réactions sont tout à fait cohérentes, et que visiblement ce sont des gens qui sont dans ce genre de choses à fond, ce ne sont pas des gens qui débutent. Et là, on n'est pas dans les studios professionnels, là on est chez les amateurs. Mais même avec ça, je n'ai pas pu voir le boîtier, c'est-à-dire que le dominant, il ne montrait pas vraiment trop le boîtier de près, parce que c'était un peu de la vidéo faite à l'improvisation, faut pas non plus en demander trop. Et donc on ne se rendait pas vraiment compte jusqu'où il pouvait aller. Et puis un autre problème, c'est que même si on vous montre le réglage, si vous ne connaissez pas l'appareil, vous ne pouvez pas vous douter de quelle est la puissance réelle derrière. Parce qu'en fonction des appareils, il y a de grosses différences. Moi j'ai des appareils que j'utilise et il y a des marques que je préfère. Typiquement, j'utilise 2 modèles d'appareils. Un des appareils est nettement moins fort que l'autre. Si vous le prenez et que vous le mettez au maximum, ce qui est déjà extrêmement douloureux, une personne moyenne, normale entre guillemets, non entraînée, hurlerait pour des choses comme ça. C'est le genre de choses que vous ne faites pas si c'est pas à votre goût, parce que ça fait très mal, beaucoup plus qu'on ne penserait. Mais si vous regardez le deuxième appareil, pour obtenir le même niveau de douleur, il faut à peu près aller aux 2/3, voire la moitié, ça dépend du réglage. Donc en fonction de l'appareil, en fonction de est-ce que c'est un petit appareil pour les débutants qui est vendu en sex shop, ou est-ce que c'est quelque chose qui vaut plusieurs centaines d'euros, qui est seulement acheté par des gens qui s'y connaissent vraiment, il y a de très grandes différences, donc il n'est pas du tout évident, quand on ne connaît pas, de juger qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est exagéré. Là, il n'y a pas vraiment de solution, Vous vous doutez bien que c'est un problème qui est à peu près impossible à résoudre. 2 autres exemples. D'abord, le waterboarding. Là, je vais parler de choses du genre mettre la tête de quelqu'un dans une bassine d'eau. C'est pas exactement ce qu'on appelle du waterboarding, mais on va simplifier. Il n'y a pas tellement de vidéos qui font ce genre de choses, mais ça existe. Et là, la difficulté, vous l'avez peut-être déjà imaginé, c'est que la seule et unique façon de montrer que c'est vrai, c'est d'avoir à nouveau un plan fixe. Et dans pas mal de vidéos, ils vous font des mouvements de caméra, etc., qui rendent assez difficile de se rendre compte du temps réellement qui est passé et du temps pendant lequel la personne elle a la tête dans l'eau en fait. Certaines vidéos font des plans fixes et là au moins vous savez exactement où on va. Et mon deuxième et dernier exemple, ce sont les bougies. Alors les bougies, c'est quelque chose qui est très utilisé dans le BDSM. Je dirais que c'est un des grands classiques. Et des bougies, il y a plein de possibilités différentes. Je ne vais pas en parler trop en détail parce que j'ai écrit un énorme article sur le sujet, mais ce que je peux vous expliquer, c'est que les températures de la cire qu'on verse sur quelqu'un varient très fortement en fonction de la composition de la bougie et de la hauteur à laquelle on verse. Par exemple, il existe des bougies spéciales SM qui sont des bougies dites basse température. C'est-à-dire que, à part si vous êtes hypersensible, vous sentirez une piqûre, parce qu'en fait, on sent plus une piqûre qu'une brûlure avec de la cire. Et donc, ces bougies basse température, elles vous garantissent que la température est relativement basse. C'est-à-dire qu'il y a un mélange pour la cire qui est choisi spécifiquement pour avoir une température de fusion assez basse, qui fait que quand ensuite vous la versez sur quelqu'un, c'est pas très chaud. C'est-à-dire que ça ne peut pas brûler la personne. Ça peut quand même faire une sensation à laquelle on est plus ou moins sensible, mais ça ne peut pas brûler. Par contre, il existe plein d'autres possibilités, et notamment, les gens qui font du BDSM en général utilisent des bougies du commerce. Et là, faut pas utiliser n'importe quoi, et en fonction de ce que vous utilisez, ça peut aller de choses qui font un peu mal, entre guillemets, c'est-à-dire vous sentez une piqûre. C'est le meilleur moyen que je trouve pour pouvoir vous décrire la sensation. C'est une sorte de piqûre. Et à côté, vous avez des bougies qui vous garantissent une brûlure au 2e ou au 3e degré. C'est-à-dire que vous risquez de vous retrouver à l'hôpital. Vous ne savez pas quelles sont les bougies utilisées sur les vidéos. Par exemple, les studios japonais, ils utilisent assez souvent les bougies. Ils utilisent de grosses bougies rouges. Vous n'avez aucun moyen de savoir exactement quelle est leur provenance, quelle est leur température, donc vous ne savez pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux.
Et là, pareil, vous avez absolument aucun moyen, comme pour l'ISTIM, de déterminer la vérité de la fiction. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est faire confiance aux studios pour savoir s'ils sont honnêtes entre guillemets dans leur démarche ou pas. Et puis après, du moment que la vidéo est convaincante, c'est pas très grave si c'est un peu truqué. Cinquième partie, comment est-ce possible sans trucage et comment peut-on trouver des acteurs et des actrices? Arrivé ici, puisque je vous ai expliqué qu'en réalité, la plupart du temps, dans les films un peu intenses, il n'y a donc pas de trucage, la question que vous allez peut-être vous poser, c'est assez logique, c'est « Mais alors, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut faire des choses comme ça, qui sont très intenses, sans trucage? Et puis, comment est-ce qu'on fait alors pour trouver des personnes qui acceptent de faire tout ça, c'est-à-dire de faire des vidéos intenses ou très intenses, sans aucun trucage? Parce que là, je reprécise, on parle bien de choses qui font vraiment mal. Et si vous ne connaissez pas, peut-être que vous sous-estimez le degré de douleur, mais les choses que je regarde parfois, c'est pas truqué du tout, je peux vous le dire. Et moi, je sais juger, parce que j'ai l'habitude, de l'intensité et du degré de douleur, et c'est clairement bien au-delà de ce qu'une personne moyenne, en tout cas une personne non entraînée, est capable de subir. Eh bien la réponse, elle est très simple. Pour faire sans trucage, il faut trouver des gens qui sont capables d'endurer ce genre de choses. C'est aussi simple que ça. J'ai déjà vu des vidéos où vous voyez des gens recevoir des dizaines de coups forts, et la personne, elle réagit relativement peu, alors que sur d'autres vidéos, vous voyez des gens avec une fessée qui sont déjà presque à la limite de crier et de pleurer. Parce que tout le monde n'a pas la même résistance à la douleur, bien sûr, et le même entraînement. J'ai déjà vu des vidéos où ça allait vraiment à des choses très intenses, avec des dizaines, parfois des centaines de coups. Une personne normale ne serait pas capable de subir ce genre de choses. Dans le même ordre d'idées, je connais personnellement des filles qui font du BDSM, qui sont des expertes bien entendu, et qui sont capables de subir des choses, du genre par exemple 100 coups de câble sur les fesses. Alors il faut bien que je vous explique, un coup de câble sur les fesses, ça fait très mal. Même si c'est donné de façon un peu modérée, ça fait déjà carrément mal. Si c'est donné un peu fort, ça fait mal ou très mal. Et si c'est donné très fort, alors là c'est à hurler, c'est vraiment, vraiment, vraiment douloureux. Eh bien les filles que je connais comme ça, elles sont capables de recevoir une bonne centaine de coups modérés, c'est-à-dire déjà assez forts, qui feraient hurler une personne moyenne. Et ensuite, au bout de 10 minutes à peine, quand vous regardez leurs fesses, elles n'ont plus qu'une rougeur. Et au bout d'1 heure, si vous regardez, elles ont quasiment plus de marques. Si vous faisiez ça avec quelqu'un qui n'est pas entraîné, qui n'est pas à fond dans le BDSM, etc., la personne, je pense que peut-être elle se retrouverait à l'hôpital, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle garderait des marques, et la plupart des gens en garderaient pendant des semaines, peut-être même jusqu'à 1 mois. Donc oui, ça existe, des gens comme ça, et évidemment, ce sont des gens que vous allez trouver essentiellement parmi des gens qui font du BDSM de façon un peu intense. Mais là, on est en train de parler de vidéo, là. Donc, comment faire pour trouver des acteurs et des actrices qui acceptent de faire des choses comme ça? Est-ce qu'on les trouve dans le milieu, entre guillemets, du BDSM? La réponse va peut-être vous surprendre, mais la réponse est non, en fait. La plupart du temps, alors ça dépend des studios, évidemment, mais la plupart du temps, les actrices et les acteurs qui font ce genre de choses ne sont pas vraiment des professionnels de la chose et ne sont pas très expérimentés en BDSM. En tout cas, pour ce que j'ai pu voir. Il y en a dans le lot, bien entendu. Ça se voit parfois, et puis vous en avez qui deviennent professionnels parce qu'ils tournent depuis des années dans les studios, donc même s'ils en font pas chez eux ou avec des partenaires, c'est évident qu'ils deviennent de fait professionnels. Mais pour autant que je puisse en juger, d'après tout ce que j'ai pu voir, lire, entendre et conclure sur tout ça, la plupart du temps, surtout pour les filles et surtout dans les pays d'Europe de l'Est et les pays asiatiques, elles le font uniquement pour l'argent. Alors évidemment, c'est pas n'importe qui non plus qui est sélectionné. C'est-à-dire, ils vont pas prendre n'importe quelle fille qui dit « Bon, voilà, je voudrais gagner un peu d'argent, donnez-moi 200 coups de fouet », parce que, évidemment, tout le monde n'en est pas capable. Ce qu'ils font, c'est qu'ils s'adressent soit à des personnes qui ont déjà de l'expérience dans d'autres studios, soit ils passent des annonces disant « venez essayer, et si vous avez une bonne réaction, on va vous proposer de tourner dans un film pour faire ceci et cela. » Dans mon estimation, pour les filles qui font ce genre de choses, je pense que c'est vraiment une faible minorité qui sont vraiment à fond dans le BDSM, dans leur couple par exemple. C'est-à-dire, certainement il y en a un grand nombre, puisque c'est tellement répandu le BDSM, qui ne sauront pas contre faire une fessée, ce genre de choses, mais là, comme on parle de choses vraiment beaucoup plus intenses qu'une fessée, des choses qui sont faites que par une petite minorité,
il est à peu près certain que la plupart ne le font pas en fait dans leur couple. Évidemment, même celles qui ne le font pas dans leur couple, parfois vous en avez qui découvrent. Je pense que ça doit être très rare, mais ça existe, je le sais parce que j'en ai vu des exemples. Par exemple, j'ai vu plusieurs exemples de filles qui sont littéralement, pendant qu'elles sont attachées et en train de recevoir des coups de canne, etc., donc des choses sérieuses, des choses intenses, et après vous voyez, la fille, elle dégouline littéralement. Et c'est pas truqué, parce que là je pense par exemple à une vidéo où on voit tout en plan fixe, donc il n'y a pas de trucage, c'est pas possible que ce soit truqué. Et il y a plusieurs vidéos avec la même fille où on la voit comme ça, où la combinaison à la fois d'être filmée, de savoir qu'ensuite il y a des gens qui vont la regarder, et de recevoir des coups, visiblement, c'est pas exactement que ça lui donne du plaisir, mais ça lui donne de l'excitation, ça c'est sûr. Et il y a même une des vidéos où, comme elle est assise sur les genoux d'un homme, qui lui donne une fessée, comme elle est dans une position où elle se frotte en fait sur la jambe de l'homme, il y a un moment où on la voit carrément jouir. Et là, c'est pas truqué, on voit clairement que c'est pas truqué. Pour ce qui est des acteurs, pour ce qui est des hommes, alors pour ce que j'ai pu comprendre et voir, souvent, les acteurs qui tournent dans des choses un petit peu intenses, il y a une chose qui est frappante, c'est leur physique. Ils ont un physique beaucoup plus banal, c'est monsieur tout le monde, entre guillemets, alors que les filles qui tournent dans ce genre de choses sont presque toujours des filles plutôt mignonnes. Elles sont choisies pour leur physique en plus de pour leur endurance. Et en fait, je pense qu'il y a plus de films vraiment intenses avec des hommes, mais là par contre, pour ce genre de film-là, c'est clair qu'ils font appel à des gens qui sont déjà dans le BDSM, qui sont à fond dedans. Quand vous avez des acteurs qui sont clairement pas dedans, ça se voit. Et en plus, souvent, ce sont des hommes qui sont plutôt assez jeunes, qui ont la vingtaine, et vous voyez à leur réaction, vous voyez à la façon dont ils poussent les cris, les expressions sur leur visage, etc. Vous voyez que en fait, ils sont là pour l'argent et ils n'ont qu'une seule envie, c'est que ça s'arrête. Mais dans ce que j'ai pu voir, pour les choses vraiment un peu intenses, c'est à peu près toujours donc des hommes qui ont un physique un peu moyen, mais qui sont très endurants évidemment, et clairement, vu ce qu'ils font, ce sont pas des débutants, c'est pas possible que ce soit des débutants. De plus, souvent, ce sont un peu les mêmes qu'on retrouve d'une vidéo à l'autre. Donc là, clairement, on a affaire à des gens qui sont à fond dedans, qui en font certainement de façon personnelle, dans un couple s'ils ont la chance d'avoir trouvé quelqu'un. Et il y a même des cas, je sais, où ils sont pas ou quasiment pas payés en fait. C'est-à-dire on leur paie les frais de transport, etc. Mais j'ai vu passer des annonces où, en fait, ils proposaient donc à des hommes de venir, de leur payer leurs frais de déplacement et de logement, mais en fait, ils viennent dans le but de pouvoir rencontrer des dominatrices et de pouvoir se faire fouetter, par exemple, de façon intense. Ça existe, j'ai vu des annonces, et c'est clair qu'il y a un certain nombre d'acteurs comme ça qui sont de purs amateurs, qui y vont parce qu'on leur a offert une possibilité. Je ne saurais pas vous dire quel est le pourcentage, mais c'est certain qu'il y en a. J'espère que cet épisode vous aura un petit peu éclairé et vous aura convaincu de la réponse donc à la question. Donc si je résume, pour tout ce qui est vidéos donc qui sont assez légères, etc., en général, il n'y a pas de trucage pour une bonne et simple raison, c'est qu'il n'y en a pas besoin. Il existe évidemment un certain nombre de studios ou de vidéos qui font des choses un tout petit peu plus intenses et qui en rajoutent, qui trichent sur les bords, qui utilisent des angles coupés, ce genre de choses, c'est sûr que ça existe puisque j'en ai vu. Mais la grande majorité, surtout ceux qui font des choses vraiment assez intenses et très intenses, toutes leurs vidéos, eh bien, elles sont réelles. Il n'y a pas de trucage. C'est à 100% vrai. Je sais bien que ça peut être un petit peu difficile à croire, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui en sont capables, qui peuvent faire ce genre de choses. Donc, les vidéos peuvent se faire avec des gens qui sont suffisamment endurants pour les réaliser, tout simplement. C'est aussi simple que ça, en fait. Évidemment, quand on ne connaît pas, c'est assez impressionnant. Ça peut être un peu difficile à croire, ça se comprend, franchement ça se comprend. Mais non, contrairement donc à ce que j'ai déjà pu lire dans des forums, non, 99% des vidéos ne sont pas truquées, non. C'est plutôt l'inverse, ça va être une minorité, dans ce que j'ai pu voir en tout cas, c'est vraiment une minorité qui sont truquées, et de toute façon ce seront toujours les mêmes studios, bien entendu, qui utiliseront des procédés un petit peu de trucage, ou au contraire, qui n'utiliseront pas de trucage du tout. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, et que maintenant, vous saurez répondre à la question, si jamais quelqu'un vous en parle. Maintenant, vous savez la vérité, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et peut-être que ça va changer la façon dont vous regardez ce genre de vidéos, maintenant que vous savez que la plupart du temps, c'est vrai en fait. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me contacter pour me dire ce que vous pensez de cet épisode ou des autres épisodes, pour me donner des suggestions, des remarques, des critiques, des idées, que ce soit pour de futurs podcasts ou de futurs articles pour mon site.
Vous pouvez me contacter soit par un formulaire de contact qui est sur mon site univers-bdsm.info dans la rubrique Contact. Il permet d'envoyer des messages de façon anonyme si vous le désirez. Ou bien vous y trouvez aussi mon adresse mail si vous voulez m'écrire directement. Et vous avez aussi mon adresse sur le podcast que vous pourrez trouver à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Je vous dis donc à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BD qui n'est pas truqué. Bon,